Voilà, donc ça enregistre. J'ai pas oublié. Bien, bonjour. Du coup, on va parler, comme j'ai expliqué à ceux qui étaient là plus tôt, on va essayer de parler de plusieurs choses. On va parler de qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans RHEL 6, quels sont les majeurs ajouts. On peut passer à travers cette doc, en fait, hein, qui est quand même conséquente là. On va peut-être pas passer à travers tout, parce qu'il y a quelques trucs qui sont pas très utiles. Et je vais essayer de faire rapidement un tour sur qu'est-ce qu'on fait quand on upgrade, qu'est-ce qu'on doit bien faire pour upgrader quelque chose d'une version de Ruby on Rails à une autre version de Ruby on Rails. Je ne traiterai pas les cas bizarres de ta version date d'il y a 12 ans. On va parler juste du cas où tu as Rails 5.1 ou 5.2 et que tu veux monter à 6. Ou, voilà, enfin, bref, on s'entend pas. Sur ces niveaux-là de version, là, on va dire qu'on a une Rails qui est au moins 5. Plus, je vous laisse avoir beaucoup plus de fun sur l'upgrade. Voilà, je pense que ça sera pas mal pour cette vidéo, que ça va faire pas mal de choses. N'hésitez pas, ceux qui écoutent la vidéo, à me stopper s'il y a des choses, s'il y a des points dont vous voulez que je parle plus en détail, éventuellement. Il y en a certains qui seront probablement moins intéressants. Mais voilà. Ça vous va comme deal? Cool. Ok. Et s'il y a des trucs que je rate dans le chat, n'hésitez pas à hurler. Parce qu'il prend beaucoup de place sur mon écran, donc je ne vais pas toujours tout voir. Ok. Donc, on va commencer par les 4 grosses features qui ont été rajoutées. Et on va vraiment un peu plus s'appesantir dessus. Et après, on verra sur est-ce qu'il y a des trucs intéressants qui ont été rajoutés ou enlevés du reste. Globalement, non. Et on va essayer un peu plus de parler de, je ne sais pas si c'est là, non, c'est pas là. Donc, on va parler un tout petit peu de Webpacker, parce que ça peut vous intéresser. C'est pour moi un des gros points de RHEL 6, c'est que ça ship par défaut avec ça, ce qui n'est pas indiqué là, malheureusement. Donc, dans les grosses features, il y a Action Mailbox. Je ne sais pas si vous avez regardé à quoi ça ressemblait Action Mailbox. L'idée d'Action Mailbox, c'est que actuellement, traiter les mails entrants, genre si un client t'envoie un mail, c'est très difficile. Enfin, c'est très difficile. C'est pas marrant. Tu es obligé d'avoir quelque chose qui va aller épauler tes mails, lire tes mails et en faire quelque chose. Là, l'idée, c'est que c'est intégré de base à Rails. Ça permet de définir des... Et en fait, ça route comme un contrôleur normal. Ça dit, oui, bah, si j'ai un mail avec tel genre de sujet, que c'est un forward ou que c'est un reply, alors fais telle chose. Envoie vers telle méthode, enfin, tel contrôleur, telle méthode. Et ensuite, bah, c'est un contrôleur normal. Ça parse, tu peux lire l'intégralité du sujet du contenu de l'email et le parser avec des regex, avec ce que tu veux, hein, peu importe. Donc c'est assez pratique pour ça, ça permet d'automatiser son traitement d'email client, ce qui est pas mal. Un des points super importants de Action Mailbox, on va regarder en détail, hein, mais un des points super importants, c'est que les emails, par défaut, ne sont conservés que pendant une durée assez courte, donc une trentaine de jours. Pourquoi est-ce que c'est conservé pendant 30 jours? Parce que ça permet automatiquement d'être compliant avec des choses comme du GDPR ou ce genre de choses qui t'obligent à supprimer tes données. Voilà, tu ne te retrouves pas avec des mails qui sont stockés dans une base de données bâtard quelque part. Voilà, les mails sont conservés dans ton système pendant X jours, 30 jours par défaut, et après ils seront jetés. Ça permet d'être plus facilement compliant. Donc, les choses, c'est pas très dur à faire là. Je vous laisserai lire la doc. Je ne sais pas ce que vous utilisez vous comme truc pour gérer vos adresses mail. Moi, j'utilise beaucoup Mailgun. Bon, c'est une difficulté incroyable. C'est l'API key et voilà. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a configuré cette chose-là, voilà, dans la mailbox, on va indiquer bon bah tout ce qui contient save at quelque chose. Alors tu l'envoies vers l'action forward. Tout ce qui est replies, @replies, alors tu vas l'envoyer dans replies. Et l'idée, c'est de générer des mailbox. Voilà, ça va être la forward, qui fait
C'est vraiment quasiment comme un contrôleur. Hein. C'est la même idée. C'est du routing vers des méthodes. Voilà. Et ça, c'est ce dont je parlais, la notion que au bout de 30 jours, les emails seront supprimés via ActiveJob. Donc, il y a un background job qui va être dit dans 30 jours, fais ça. Supprime l'email. Et c'est a priori testable. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur Action Mailbox? Est-ce que les gens comprennent l'intérêt? Est-ce que... Je veux bien un exemple d'application. Application, t'envoies, je sais pas, tous les... à tes clients, au bout d'une semaine, tu leur envoies un email pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ton service. Voilà. Et du coup, les clients répondent. Et ils répondent à une adresse mail en particulier, qui va être par exemple réponse-une semaine @monservice.com. Et toi, tu vas savoir que réponse une semaine, quand c'est dans le récipient de ton email, tu le forward vers ton contrôleur spécial qui va prendre le body, le parser pour chercher certains mots ou même le stocker en entier dans une database. Et en fait, toi, ça te permet de parser automatiquement tes réponses clients, d'en faire un espèce de dashboard facilement, de le stocker en base, plutôt que de recevoir des millions d'emails de gens qui te répondent que tu liras jamais. Là, l'avantage, c'est que ça te permet de, j'en sais rien, tu utilises ce genre de choses-là. Tu as des gemmes qui permettent d'avoir une idée de à quel point une phrase est positive, neutre, négative. Et donc, tu peux analyser plus ou moins les phrases de ton email en disant, OK, est-ce que le gars est plutôt content, plutôt pas content? Tu as plein d'idées de choses que tu peux faire dans ce coup-là. Voilà, ça peut être une chose. Parce qu'en fait, si tu as une base d'un trop grand nombre de clients, tu n'as pas du tout envie de jouer au grand jeu de tout traiter. Donc, c'est une alternative au service, comment dire, je suppose que c'est Mailchimp qui fait ce genre de service. Le problème de Mailchimp, c'est que ce n'est pas lié à la database de ton application. Donc, tu ne sais pas quel est le client qui répond. Tu sais pas, tu vois, dans Mailchimp, c'est difficile. Là, le truc, c'est que tu as l'adresse mail du client qui répond, tu as son body, et puis tu peux le lier tout de suite à sa fiche client parce que c'est la même database. C'est dans ta même Rails app, en fait. Donc, c'est en ça que c'est super fort. Ok. Et pour le coup, je m'auto-fais de la pub. Je pense que je vais être un des contributeurs majeurs de cette gemme-là. Bref, peu importe. C'est pour la blague. Voilà. Est-ce que du coup c'est clair à peu près? Et c'est vraiment simple à mettre en place, à utiliser. L'exemple est pas forcément parfait parce que c'est assez nouveau, mais tu fais un petit peu de trial and error et en fait ça se passe relativement bien de façon dont ça fonctionne. Voilà. L'idée c'est vraiment t'as une méthode process et je vous laisserai lire la méthode en détail. C'est juste une méthode process, quoi. Et un mailer qui a le bon nom par rapport au nom de la route qui est là. Est-ce que c'est clair maintenant? Ouais. Cool. Parfait. Passons à la suite. Action text. Action text, l'idée c'est si tu veux permettre à un client ou à n'importe qui en fait d'éditer du texte en mettant des choses en gras, en souligné, d'ajouter une photo automatiquement dans ton texte, d'ajouter un lien, etc. Ça fait très post blog, non? De quoi? Ça fait très post comme les blogs d'il y a... Exactement. Voilà. Tout à fait. C'est exactement ça. L'avantage, c'est que normalement, lui, il donne un super exemple. Hop, je vais pousser le truc. Et voilà, en gros, l'idée, c'est que tu te retrouves à avoir un truc facile à... ça, c'est des images en fait qui ont été rajoutées à la volée. Hein. Tu drag and drop des images au milieu de ton écran, tu peux ajouter des captions. Ça va être branché sur Active Storage. Donc en fait, ça fait un upload automatique sur Active Storage pour toi. Et tu n'as pas besoin de le gérer.
Et ensuite, c'est facile à brancher dans comment ça s'appelle, dans une view pour afficher un truc qui est sous ce format-là. Et donc, en gros, le drag and drop, c'est un upload. Ouais, dans Active Storage. Okay. Voilà. Et tout ça, en fait, va être stocké sous forme d'un rich text. On va voir ce que c'est dans 5 secondes. Et que, en fait, toi, du coup, tu peux afficher ailleurs dans ton app plus tard. Hop, tac. Bien, il y a un review. Sens of Fish. Bon, je vous laisserai lire l'installation, c'est pas très compliqué. Et en gros, dans un modèle, tu vas dire que tu as un as rich text avec un content. Et ça s'affiche de cette façon. Voilà. Et pour le modifier, c'est un point rich text area qui va automatiquement se débrouiller pour automatiquement, il peut y avoir quelques bugs, mais c'est pas grave, pour générer Je confirme. pour générer un form qui ressemble à ça en fait. En fonction de à quel point, quand tu as fait ton upgrade, tu as bien passé sur Webpacker et tu as fait les choses correctement, ça se passe plus ou moins bien. Mais normalement, si vous suivez juste cette doc-là, maintenant que la doc est plus stabilisée, ça se passe vraiment pas mal. Tu prends une app par défaut et tu t'écris juste ce qui est écrit là et ça se passe parfaitement. Et ça, par exemple, ça peut être utilisé en alternative à une gemme de CMS, par exemple, ou ouais. C'est vraiment juste... Ouais, c'est à ça que ça va servir, du coup. Plus ou moins, oui. C'est parce que tu veux permettre à ton client, par exemple, de faire des posts ou de permettre à tes utilisateurs d'écrire des commentaires en bas de ton article. Ça leur permet d'écrire des commentaires un peu plus sympas que juste un fils normal, là, parce que bon, du coup, ils peuvent mettre des liens, ils peuvent barrer des choses. C'est une expérience un peu plus sympa. Bon, c'est un peu dangereux éventuellement de leur laisser upload des photos, mais c'est vachement configurable l'Action Text. Donc c'est possible de leur dire, bah non, les gens ils peuvent pas upload des photos. Parce que sinon, moi, j'upload des millions de photos de 24 mégas et je te fais payer assez cher en S3 ensuite. Mais voilà. Donc ouais, non, c'est pas mal. C'est à mon avis pas mal pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Ramzi, j'ai à peu près couvert ce qu'il y avait à dire dessus, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, pour juste compléter ta réponse à la question d'Elodie, je ne sais pas ce que tu utilises, peut-être Summernote comme éditeur JS directement, quand tu veux faire du CMS dans ton... Ouais. Non, du coup, je me suis posé la question, en fait, je ne l'ai pas encore fait, parce que je n'ai pas eu la demande, mais voilà, j'avais cherché, il y avait des gemmes assez intéressantes, je ne me rappelle plus quoi. Mais je m'étais toujours dit que Ruby, c'était peut-être pas hyper adapté pour faire un CMS. Le truc, c'est que tu recodes un CMS à la main. Parce qu'il y a quand même éventuellement, ton gestion de contenu, t'as pas forcément. Si tu as juste purement un CMS, ça vaut peut-être pas le coup. Si le reste de ton site est statique, sortir Rails pour ça, je discute la décision. Mais pourquoi pas? Ça dépend de ton besoin. Et Action Text règle une grosse partie du problème, parce qu'en fait, que ce soit les gemmes ou les librairies JS que tu vas utiliser, assez souvent, tu vas devoir sanitize ton HTML et faire pas mal de choses à la main, notamment là, ouais, ça c'est vraiment le fun. Et là, vraiment, ça marche out of the box avec quelques petits bugs, effectivement, mais c'est vraiment chouette parce que, par exemple, c'est tout bête, hein, tu as ta page, tu as ton design, ton header, ton footer qui est fait, tu laisses en rich text area ton content, le body, et ton client, il la design vraiment comme il veut. Et ça peut aussi te faire tes balises pour ta SEO, puisqu'il gère le H1, le H2, le bold, il te gère plein de choses en fait. Donc toi, typiquement, tu livres un client qui va avoir un site statique et un blog pour sa SEO, bah ça c'est génial en fait. Parce que tu vas faire une view qui correspond à ton article de blog, et lui, il a la main dessus et plus jamais tu repasses dessus. À mon avis, pour le cas d'un client qui a juste un blog, en plus d'un site statique, c'est un peu de l'over-engineering d'aller sortir Rails pour ça. Mais par contre, pour un cas de tu as un truc, tu as un service complexe, en fait, et tu as besoin d'un endroit où tu as besoin d'écrire du riche, mettons littéralement Basecamp. L'idée de Basecamp, c'est que c'est un outil de gestion de projet.
Et donc, quand tu réponds à une issue, tu as envie de pouvoir utiliser, tu as envie de pouvoir mettre des liens, tu as envie de pouvoir mettre des choses en gras, tu as envie de mettre des quotes et ce genre de choses. Donc, ça fait du sens dans ce genre de contexte pour moi d'aller chercher Rails. Dans le cas d'un site statique avec juste un CMS derrière pour écrire des posts, ça se discute. Mais bon, là, c'est pas vraiment le point de la... Oui, il y a d'autres solutions plus simples, complètement d'accord. C'est ça. On en reparlera éventuellement une fois, si vous voulez. Bref, donc, est-ce que ça va, Action Text? C'est correct? Il faut que je perde cette habitude de québécois, de demander si c'est correct. Ensuite, il y a le parallel testing. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas exactement comment ça se comporte. L'idée, c'est que si vous utilisez Minitest, donc pas AirSpec, ça vous permet d'avoir une notion de paralléliser votre nombre de tests, de paralléliser vos tests pour, mettons que tu as 10 processeurs en parallèle qui sont en train de rouler. Enfin, tu as 10 processeurs sur ton PC, tu as envie de pouvoir utiliser tes 10 processeurs, parce que sinon Ruby, c'est un seul processeur. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va découper tes tests en parties égales. Donc si tu as genre 30 tests, ça va faire rouler 3 tests sur chaque proc. Et donc ça va aller plus vite, puisqu'ils vont tous rouler plus ou moins en parallèle. Oui, en fait, il y a un truc pour AirSpec, mais il me semble pas que c'est de base dans Rails. Tu peux aller chercher Parallelize, mais ça marche pas de base dans Rails, si je ne me trompe pas. Ouais, ça marche pas de base pour AirSpec. Mais pour AirSpec, il y a des gènes qui existent et qui font ça, effectivement. Mais là, on parle juste de ce qui est de base dans Rails. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui dit ça dans le chat. Voilà. C'est assez intéressant comme article. Je vous invite à le lire parce que des fois, ça fait se demander, ok, mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de repasser purement un mini-test éventuellement. Voilà, personnellement, je ne suis pas là. Je n'ai pas le besoin de faire rouler un mini-test. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en particulier? Moi, je vous invite vraiment à lire pour vous faire au moins pour vous donner un aperçu de ce à quoi ressemblent les tests en mini-test pour Rails. Ça, parce qu'on dit toujours AirSpec, mais en fait, mini-test a d'autres avantages. Voilà. C'est en général beaucoup plus rapide, par exemple, que AirSpec. Genre beaucoup, beaucoup plus rapide. Voilà. Tu veux dire à passer la suite de tests ou à écrire? Ouais, à passer la suite de tests. Okay. Quand tu as un nombre conséquent de tests, ça peut être très rentable. Ouais. Voilà. Sachant qu'au bout d'un moment, tu peux... Enfin, moi, je sais que je travaille aussi sur une application qui a Minitest comme truc de test. Ça a des défauts, mais ça a aussi le gros avantage de pouvoir avoir, du métaprogramming. Donc, du coup, on a des tests qui génèrent tout seul, plus ou moins. Parce que c'est vraiment du pur Ruby. Donc, c'est pas comme AirSpec où c'est un DSL bizarre qui est parfois compliqué à orchestrer. Comme c'est du pur Ruby, pour faire certains trucs, c'est plus simple. Et Baptiste nous dit que Doctolib a du Minitest pour faire rouler leurs 20 000 tests, et ce qui a l'air legit là. Parce que c'est sur ce genre de nombre de tests que c'est vraiment utile. Sachant qu'ils ont, en Rails 6, la team de Rails a fait un gros effort autour de Minitest sur le rendre encore plus pratique et encore plus, mieux à utiliser. Je vous laisserai lire le doc, parce qu'en fait, il est gigantesque et on ne va pas passer de temps à travers aujourd'hui. Les 15 points, je vous aime bien, mais... Et ensuite, Action Cable Testing. Si vous me suivez depuis longtemps, vous m'avez déjà vu rager sur le sujet. Je refais un rollback rapide sur qu'est-ce que c'est que Action Cable. Action Cable, c'est les WebSockets par Rails. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une WebSocket? Une WebSocket, c'est une connexion dans les deux sens entre un serveur permanente entre un serveur et un site web, et un client web. L'idée, c'est que je mets des gros guillemets, je fais des raccourcis, mais dans l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que ta page web, quand elle va se lancer, elle va se connecter au serveur Rails et elle va garder une connexion ouverte. Contrairement à une requête HTTP où tu envoies une requête, la réponse arrive, puis la connexion, elle est jetée.
Donc là, la différence, c'est que tu as vraiment une connexion qui reste ouverte. Ça sert par exemple ça sert en général pour que le serveur puisse aussi te communiquer des choses de son propre chef. Donc par exemple, tu es en train de faire une messagerie de chat, plutôt que pour avoir les nouveaux messages qui sont envoyés par d'autres gens, comme ils ne viennent pas de toi, donc tu as deux choix. Soit tu fais des requêtes toutes les disons 10 secondes pour aller demander est-ce qu'il y a des nouveaux messages, est-ce qu'il y a des nouveaux messages, est-ce qu'il y a des nouveaux messages, soit tu ouvres une connexion permanente et le serveur, quand tu auras quelque chose de nouveau à t'envoyer, te contactera et te dira ah, il y a un nouveau message, le voilà. Voilà. Parce que lui, comme la connexion est ouverte, il sait que tu existes et il peut t'envoyer des messages. Du coup, j'ai Oui. une petite question. Oui. Je ne vois pas du coup bien la différence entre les webhooks et les WebSockets. Alors, c'est un peu différent. Les webhooks, l'idée d'un webhook, pareil, ça aussi, je pourrais faire une vidéo d'1 heure sur le sujet, parce que c'est marrant à construire. J'ai déjà des slides de près pour ça. L'idée d'un webhook, c'est que tu t'enregistres auprès d'un service en disant quand tel event arrive, envoie-moi une requête HTTP sur telle URL. Là, ça n'a rien à voir. C'est ton navigateur qui arrive, qui se connecte sur une page. Et là, du coup, il a une connexion ouverte permanente envers ton serveur. Et c'est juste ton navigateur. Tu ne t'enregistres pas auprès d'un webhook. Tu ne lui dis pas cette URL, appelle-moi dessus quand quelque chose arrive. Okay. Les webhooks, par exemple, utilisent souvent de l'HTTP normal pour communiquer et pas du tout le protocole WebSocket. Bref, je reviens sur là où on était, parce que les Action Cables, c'est Rails 5.1 ou 5.2, je ne sais plus. Le testing, ça a longtemps été difficile. Ce qui s'est passé en 5.2, c'est que le créateur l'équipe, la core team de Rails, conseillait de faire des tests d'intégration. Donc, ça veut dire que tu démarrais Capybara ou Cypress ou ce que tu veux pour faire ton test. Donc, tu vérifiais que oui, si tu démarrais tes deux navigateurs de chat qui se connectaient bien au WebSocket et que quand il y en avait un qui parlait, ça s'affichait dans l'autre. C'est ça leur façon de tester les WebSockets. Ce qui faisait pas mal hurler les gens. Parce que des fois, faire des tests unitaires sur les choses, c'est chouette. Et donc, il y avait une gem, il y a quelqu'un qui a créé une gem et qui a essayé de la faire rentrer dans Rails en 5.2. Ça a été une longue PR. Je pense que aller regarder la tête de cette pull request-là est intéressante. Parce que je pense qu'elle date de 1000 ans où le gars, tous les mois, il revient en disant « Et maintenant, c'est bon, et maintenant, c'est bon, et maintenant, c'est bon. » Bref, et donc du coup, il a réussi à faire rentrer ça, et donc maintenant, il y a une façon de faire des tests unitaires assez pratiques. La gemme était chouette. En fait, il avait fait une gemme, donc la gemme en elle-même, tu pouvais juste la tirer et l'utiliser, c'était assez bien. Voilà, donc du coup, ça permet de faire ces tests proprement pour son Action Cable. Je pense pas que... on peut regarder si vous voulez ce à quoi ça ressemble, mais je suis pas sûr que ce soit très utile. Vous irez voir quand vous aurez besoin d'ouvrir des WebSockets, etc. À mon avis, ce qui manque, mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas mis parce que ça fait longtemps que ça existe. Enfin, hurler, hein. Est-ce que ça va? Parce qu'on a globalement fini les 4 features majeures qu'ils ont ajoutées dans Rails 6. Il y a juste Webpacker dont je peux parler maintenant. Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de questions sur ces 4 trucs? Si, Denis, j'ai une question sur les WebSockets. Enfin, ça n'a rien à voir avec Rails 6, mais justement par rapport à justement qu'on parle de Action Cable, oui. C'est quand on ouvre un channel en WebSocket oui. avec son équivalent JavaScript. Oui. Le fichier JavaScript, il est valide pour tout le site web, pas pour juste certaines pages. Bah, ça dépend où est-ce que tu l'importes. Tu peux décider de l'importer que sur certaines pages. On peut l'importer juste sur certaines pages comme tous les JavaScript, en fait. D'accord. Parce que tu peux choisir de mettre ton import au bon endroit pour ne l'avoir que sur certaines pages. Parce que justement, en fait, moi, j'ai jamais fait appel à d'import, en fait, enfin de JavaScript include quand je faisais des WebSockets. À chaque fois, ça se mettait de manière générale, quoi. Ouais, c'est ce que dit Baptiste. Le fichier JS, il est valide sur toutes les pages où tu l'appelles, mais Rails de base, en fait,
quand tu regardes sur ton architecture Rails, il require tout ton tree, en fait, donc tous tes fichiers JavaScript, et il les inclut tous. Éventuellement, tu vas lui dire non, on ne fait pas ça. Il y en a certains, je les veux que sur certaines pages. Ok. Du coup, Tu c'est ça de ce côté-là qu'il faudrait voir si on veut l'appeler spécifiquement. Est-ce que j'ai un exemple sous la main? Non, mais du coup, je ferai peut-être une vidéo WebSocket en particulier. Parce que pareil, on peut en parler un peu plus en détail de quelles sont les problématiques, quelles vont être les problématiques d'authentification, parce qu'il y a pas mal de choses. Mais si ça vous intéresse, je vais filer le lien. Je le mettrai en description de la vidéo pour les gens qui regardent. Pour le moment de THP2, j'avais fait une issue sur les WebSockets. Ceux qui ont fait THP2 s'en souviennent sûrement. Voilà. Donc j'explique à quoi ça sert, pourquoi est-ce que c'est là. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire une WebSocket. Voilà. Et il y a ici, entre autres, la gemme de comment tester, qui a été maintenant intégrée dans Rails 6. Ça a été fait en Rails 2, THP2. Mais il y avait la gemme sur comment est-ce que tu introduis le test de tes choses. Je pense que je n'ai pas fait de correction pour celle-ci, mais si jamais vous avez besoin de plus d'informations que tout ce qu'il y a là-dedans, vous pouvez venir me voir et on en parlera sur ce moment-là. Et je peux éventuellement aussi faire une vidéo sur le sujet des WebSockets à un moment si ça vous intéresse. N'hésitez pas à proposer le sujet. Parce que pareil, on peut faire une heure de vidéo sur juste les WebSockets. Là, c'est vraiment plus un overview sur Rails 6 que je peux faire. Je vais essayer de rester là-dedans parce que sinon, je ne mange pas. Et on est là dans 4 heures. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Est-ce que, donc, le gros point, à mon sens, qui a été rajouté, c'est aussi, du coup, Webpacker. Webpacker, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est, ou est-ce que vous savez tout ce que c'est, ou est-ce que... Moi, je suis encore un peu blurry sur le sujet. Enfin, Cool. Donc, du coup, s'il y a au moins une personne qui s'intéresse, c'est mieux. Alors, l'idée, c'est que Webpacker, c'est en gros, Webpack, c'est un outil pour packager ton JavaScript et plein d'autres choses, mais entre autres le JavaScript pour en faire des espèces de bundles pour l'envoyer au client. Ça fait automatiquement de la minification, ça transforme le JavaScript trop récent pour tous les navigateurs en JavaScript un peu plus ancien. Comme ça, les vieux navigateurs peuvent quand même marcher au-dessus. Je te regarde Internet Explorer 10. Enfin, c'est assez pratique. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas. Si vous ne connaissez pas, can I use ce site-là, c'est super bien. Voilà. Ça vous dit, pour tel navigateur, voilà à partir de quand ça a été valide. Et éventuellement, Webpack peut gérer pour toi ce genre de problématique. Ça peut minifier ton JavaScript, ça peut insérer des images automatiquement dedans, ça te gère automatiquement tes imports de librairie, enfin, ça fait plein de choses pour toi. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je la mettrai quelque part en lien, ça sera plus simple. Qu'est-ce que je racontais? Webpack, oui. Voilà, donc ça c'est Webpack. Avant, l'écosystème Rails utilisait Sporket, qui faisait ton bundling de JavaScript à la sauce Rails, avec du Coffee et ce genre de choses. Mais la communauté JavaScript évoluant très vite, et Webpack est pas mal un truc qui est beaucoup utilisé dans la communauté JavaScript. À un moment, les gens de Rails ont fait, bon, ça suffit, pour le front-end, on va permettre aux gens d'utiliser un packager moderne, parce que c'est beaucoup plus simple pour packager des choses comme du React, tout ce que tu vas écrire de moderne comme JavaScript. Ça permet de faire des imports, ça me permet de faire ce genre de choses dans ton JS. Donc ils se sont dit, on va
construire quelque chose qui permet de brancher facilement Webpack. Parce que pareil, si on regarde un magnifique article sur le sujet, il y a écrit basique dedans, mais pareil, les gens qui ont suivi la vidéo ou l'article, c'est très bien. Sur le sujet, à la fin, on s'était retrouvé avec des fichiers complètement gigantesques. Enfin, c'est un article qui dure, qui est super long, où il y a je ne sais plus combien de lignes de config pour juste le faire marcher. L'avantage de Webpacker, c'est que, un peu comme Rails d'habitude, c'est qu'il te met des valeurs par défaut qui marchent. Voilà. Donc tout est plus ou moins préconfiguré pour toi. Tu n'as pas ce genre de problématique à gérer. Et il package plus ou moins toutes les grandes librairies front-end JavaScript par défaut. Donc tu as juste Webpacker, ça tu pourras faire ton JS moderne, mais tu peux dire je veux du Webpacker avec React, auquel cas il va configurer ton Webpack, ton Babel, enfin tous les outils JavaScript pour qu'il gère automatiquement le Webpack, le React, pardon. Ou Pareil Vue. avec Vue, par exemple. De quoi? Pareil avec Vue. Oui. On va regarder Webpacker vite fait. Et du coup, est-ce qu'il y a une limite au niveau de la version de Rails pour utiliser Webpack? Webpacker, c'est apparu en Rails 5.2, il me semble. Donc en gros, c'est utilisable à ce moment-là. Mais on va vérifier sur la gemme. Peut-être que c'est utilisable avant. Blablabla. Est-ce qu'il y a une limite? Prérequis. Là, si tu veux, je suis sur une app en Rails 4. 4.2. Ah, oula, je crois que je suis en 4.1. Alors, je vous invite vivement à upgrader. Il y a un certain nombre de failles de sécurité sur 4.1. Ah ouais, mais c'est pour un client. Oui, mais j'invite vivement ton client à upgrader sa version de Rails. Ah ouais, non, mais là, je vais pas me lancer dans... Je comprends. Alors, attends. Baptiste, tu dis, mais du coup, je me demandais, on est d'accord qu'avec Webpack, Rails, Vue, React, on fait du server-side rendering? Non, on ne fait pas de server-side rendering, du coup. En fait, côté server-side, donc en Webpack, ce que fait, c'est qu'il bundle ton JavaScript en un seul fichier préfet. Et en fait, tu ne fais pas de server-side rendering. Tu donnes ton JS à ton client qui, lui, va se charger d'envoyer dans le DOM sa construction. Non, c'est comme si tu avais une app React normale, mais tu n'as pas de server-side rendering. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire par du server-side rendering. Ouais, mais en général, tes pages React, enfin, en tout cas dans mon cas, c'est tu as le header classique de Rails et éventuellement mon footer, et au milieu, j'ai une div dans ma page qui importe qui construit ton app React autour. Et après, les pages suivantes, en fait, toute ma navigation à l'intérieur de ma single page app vont rester dans le React et ne vont pas faire quand tu changes de page, tu ne vas pas re-render une nouvelle app React à chaque fois. C'est la navigation à l'intérieur de ton app est gérée par React tout seul. Est-ce que ça répond à ta question, Baptiste? Alors pour ceux qui ne peuvent pas lire la question, je vais la lire quand même. C'est qui dit mais du coup je demandais, on est d'accord qu'avec Webpack, Rails, Vue, React, on fait du server-side rendering avec des frameworks prévus pour du single page app. Et donc ça alourdit un peu la page sans tirer l'avantage du framework single page app. Et donc non, tu peux faire ton routing dans ta single page app. C'est ton premier rendering, une fois que tu arrives sur ta page, c'est géré par Rails. Et une fois que tu es dedans, ton routing, il peut être géré par ta single page app. Voilà. Donc, comme je disais, dans tes features, tu as plein de choses de base. En fait, c'est préconfiguré. Et donc, comme je disais, React, Angular, Helm, Vue, et je pense qu'il doit y en avoir d'autres maintenant qui sont ajoutés. Ça vaudrait le coup d'aller regarder. React, Angular, Vue, Helm, Stimulus, Svelte, CoffeeScript, si vous aimez ça. ERB, ok, soit. Mais voilà. C'est vachement pratique. C'est assez facile à utiliser en vrai, mais ça implique de faire du JavaScript plus moderne. Mais oui, il y a Helm. Voilà. Et du coup, la décision dans Rails 6, c'est que par défaut, Webpack sera présent dans toutes vos apps Rails 6.
Webpacker, pardon, sera présent dans... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus utiliser l'asset pipeline. L'asset pipeline marche toujours. Ton JavaScript marche comme avant. Il est vivement conseillé de migrer vers le nouvel vers Webpacker. Je vivement conseille aussi. Ouais, non, je regardais la version Rails 4.2+. Ouais, et Ruby 2+. Voilà. Et Yarn 1. Normalement, c'est faisable. Moi, je conseille de tout migrer vers ça. Enfin, en gros, si vous avez une énorme app, ne faites pas la migration d'un coup. Ah ouais, non, le truc, c'est déjà une usine à gaz horrible. Pour les nouvelles choses, éventuellement, faire du JavaScript moderne. Mais le problème, c'est que tu ne pourras pas réutiliser ton JavaScript des autres bouts de ton app facilement. Donc, éventuellement, ça peut être difficile à faire. Et donc, du coup, tu auras un problème de, tu vas peut-être te retrouver à déplacer du code petit à petit et à le dupliquer. À voir comment tu te débrouilles pour ça. Mais avoir les deux à maintenir en parallèle, ça peut être marrant. Voilà, donc je vous laisserai. C'est 5.1 pour de base. Sinon, c'est assez simple à ajouter à partir de rien. Blablabla. Baptiste dit, par exemple, j'avais besoin de jQuery pour une lib et j'ai mis jQuery dans l'asset pipeline pour qu'il soit dispo dans ma view. Oui, et tu peux aussi l'importer dans ton Webpacker qui du coup va te permettre d'avoir jQuery disponible dans toutes tes JS. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? C'est bon. En gros, l'idée, c'est que la façon dont ça va se comporter, c'est qu'il y aura un PAX, il y a un fichier app JavaScript PAX, et dedans, il y a des applications.js, blablabla.js, etc. Et chacun vont générer, en fait, un fichier, un JavaScript pack tag, le nom de ton fichier, le nom de ça, ton pack. Donc, si tu en as plusieurs, en fait, on parlait d'intégrer d'un JavaScript dans une page uniquement. Ça, c'est une très bonne façon de le faire, puisque tu as un pack qui s'appellera par exemple Action Cable au hasard, ou Cable, cable.js. Et donc, lui, pour que ta page lance ton câble, il faudra faire un JavaScript pack tag Cable. Voilà. Et là, ça intégrera ce JavaScript-là en particulier. Voilà. Est-ce que c'est clair? Il y a des questions? Tant qu'on est sur les frameworks de Front.js, est-ce qu'il y a un bon moyen de sécuriser la donnée quand tu renders du JSON à tout va? Là, je suis dans un cas où si je tape users.json dans mon URL, j'ai toute ma database. Ça dépend en fait. C'est comment. Le truc, c'est que si tu as comment dire, ton autorisation devrait être gérée côté serveur, en fait. Ton front-end n'a absolument rien à voir avec ça. Ouais, donc c'est ton Rails qui doit gérer ces problématiques-là. Donc, c'est des problématiques d'autorisation et de scope, en fait. Qu'est-ce qu'a le droit de voir tel ou tel utilisateur? Sachant que, grand point de comment moi, en général, j'utilise ça, Webpacker avec Rails. Je mets devise pour Rails. Je lui laisse gérer toutes les views de login, logout, changement de password, etc. Reset password, enfin tous ces trucs très marrants que j'ai pas du tout envie de gérer. Et après, j'ai une seule page qui est ma home qui contient, elle render une app en React. L'avantage, c'est que du coup, toute mon authentification est gérée par devise. Comme c'est la même page, toutes les requêtes vont envoyer les cookies. Et donc, je peux faire un current user dans toutes mes requêtes JSON depuis mon app React. Donc, c'est assez facile à utiliser pour ça. Tu continues d'utiliser devise comme avant, tu n'as pas du tout ce genre de problématique. Je crois que j'avais fait un mini-article quelque part pour expliquer comment brancher correctement les deux. Un mini-article. Ici. 5 minutes. Voilà.
Donc, j'ai déjà expliqué comment est-ce que ça marche, qu'est-ce que c'est que Webpacker, comment est-ce qu'on ajoute les deux ensemble, comment est-ce qu'on les lie. Voilà. Bref, comment est-ce qu'on récupère les données, ce genre de problématique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pu faire ce scaling. Okay. Une fois, deux fois. C'est bon. Ok. Et je suis d'accord avec Baptiste qui dit que filtrer en front, c'est une mauvaise façon puisque tes données sont quand même dans le front et donc tu peux plus ou moins les voir. Je suis d'accord avec lui. Normalement, c'est ton back-end qui ne doit pas te les envoyer jamais. Et c'est vraiment des problématiques de back-end. C'est ce que je me suis dit. Ou au moins filtrer parce qu'en fait, c'est pas moi qui l'ai fait. En fait, je reprends sur une app quelqu'un d'autre. Et du coup, je me rends compte que le mec, il renvoie toute la DB à chaque fois. Putain, quoi. Je t'invite à utiliser le nom me manque. JWT, non? Non, ça c'est ton token d'authentification. Si tu peux utiliser devise, mais il n'y a pas de devise. Il y a quand même un truc d'autorisation pour savoir si ton utilisateur est authentifié, j'imagine, d'une façon ou d'une autre. Je crois que c'est Sorcery, mais je ne connais pas. Sorcery, c'est comme devise en version light. Ça marche très bien. Okay. Mais du coup, ça le gère. Donc ça, c'est bon. Mais le point, c'est pas ça. C'est quoi parce que ça, c'est de l'authentification, c'est pas de l'autorisation. L'autorisation, c'est... Non. Exactement. Aidez-moi, c'est quoi le gemme qui fait ça? De quoi? Excuse-moi. Une gemme qui fait de l'autorisation. Pundit, merci. Pundit ou Concat. Bah, ouais. Je crois que c'est Cancan, ça commence à être vraiment en perte de... Cancan, ouais. Il y a Cancan en plus. Hein. Ok, bah du coup, il faut juste configurer Cancan correctement. Mais au cas où, Pundit, ça marche super bien. Tu as une notion de... Pareil, je crois que j'en parle dans un de mes articles, mais dans l'idée, c'est que tu as une notion de scope qui te permet de... Je l'ai déjà utilisé pour le coup. Tu l'as déjà utilisé, Pundit? Ouais. Voilà, et donc tu as vraiment ta notion de scope qui dit, en fait, mon utilisateur, s'il est admin, alors tu renvoies tout, sinon tu rajoutes un where pour ce que tu renvoies automatiquement. Et donc, l'avantage, c'est que quand tu utilises ton contrôleur, où est-ce que tu fais ça? Est-ce qu'il explique? Voilà, policy scope. Puis voilà, ça c'est tout géré pour toi. Donc, je vais mettre ici au cas où vous ne connaissiez pas Pundit. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment des problématiques back-end et il faut vraiment le filtrer à cet endroit-là et pas du tout en front. Le front, c'est vraiment ce que je me suis dit de base. Ça me paraissait logique. Voilà, c'est juste la manière dont les contrôleurs ont été écrits. Ah, la legacy, c'est toujours le fun. Ouais. Bah, le mec m'a dit, il y a de la dette technique. Je regarde, je fais, ah ouais. Dis-toi, c'est au moins Rails. On en reparle après, mais c'est pas Rails 1. Voilà. Non, oui. Heureusement. Ah non, mais il y a des trucs bien sympas. Pour upgrade, du coup, mon dernier point dont je vais parler là, c'est comment est-ce qu'on upgrade Ruby on Rails. Cet article est vraiment très bien. Qui est, bon, en fait, globalement, il explique tout, mais on va passer à travers les points importants. C'est super important d'avoir le plus de test coverage possible, ou d'avoir une équipe de QA qui est prête à faire des tests marrants, parce que tout peut exploser. Hein. C'est comme une upgrade de Ruby, une upgrade de Rails, ça peut exploser des endroits complètement aléatoires de l'app. De nos jours, ça se passe de mieux en mieux, c'est de plus en plus facile. Monter à partir de 4, ça peut être marrant. Tu peux avoir des étapes intéressantes. Mais l'avantage, c'est que, si vous regardez, vous avez ici, comment grader de 5.0 à 5.1, comment de 4.2 à 4.5.0, il y a tous les trucs qui vont pouvoir mal se passer à ce moment-là. Sachant que si on regarde de 5.2 à 6.0, là, il n'y a pas grand-chose. Et quand tu regardes, par exemple, de 4.2 à 5.5, il y a une petite liste de choses à regarder. Et pareil de 4.1. Enfin, bref, c'est intéressant. Mais ça se fait. C'est pas si dur et ça se fait bien. Donc les choses importantes à regarder, donc c'est ça, beaucoup de tests parce que ça va être intéressant et ça peut péter n'importe où. L'idée c'est que
écris tes tests, en général, les gens, ils font pas leur upgrade permanente de la version de Rails, même courante en fait. Ils vont être sur 5.2.0 ou 5.2.1. Et en fait, tu vas aller vers 5.2.latest. Alors, je ne sais plus combien ça va, 5.2, mais il y a un point quelque chose. Genre 0.8 par exemple, 5.2.8. Donc tu vas aller jusque-là, aux dernières, vérifier que tout se passe bien. Regardez dans ton comment t'appelles, ton output de test et quand tu lances ton serveur, est-ce que tu utilises des méthodes qui sont dépréciées et qui vont disparaître dans la version suivante? En général, tu as des espèces d'alertes qui apparaissent dans ta console. Bien regarder ça, les fixer, et ensuite passer à la version d'après. Donc c'est vraiment une version pour une version. Donc, si tu es en 4.1 et que tu veux monter en 6, c'est 4.1 vers 4.2, 4.2 vers 5.0, 5.0 vers 5.1, 5.1 vers 5.2 et 5.2 vers 6. C'est pas, tu fais pas le jump entier parce que c'est du suicide. Attends, j'arrive. Okay. Voilà. Éventuellement, il y aura besoin de faire des upgrades de Ruby au passage. Et sachant que certaines versions ne marchent pas avec certains types de Ruby, donc il faudra éventuellement upgrader avec, ce qui vient avec son lot de méthodes qui ne vont plus marcher pareil. Et ensuite, il faut rouler Rails app 2.update ou rec Rails update si on est sur des vieilles versions, qui va passer à travers tous les fichiers générés par défaut par Rails et vous permettre d'avoir un espèce de diff entre OK, avant voilà ce qu'il y a dans la version par défaut, voilà ce que toi tu as. Et en fait, moi ce que je conseille, c'est faire ça et recopier autant que possible de nouvelles choses qui ne cassent pas en fait l'app actuelle sur ce qui est rajouté dans la nouvelle version. C'est long, c'est un process qui est vraiment méthodique. Tu fais OK, nouveau fichier, qu'est-ce qui a changé? Ah, OK, moi dans ma version à moi, par rapport à la version par défaut que m'a généré Rails, j'ai rajouté telle ligne, telle ligne, telle ligne, je vais les garder. Qu'est-ce que rajoute la nouvelle version de Rails? Telle ligne, OK, je peux les rajouter et les mettre en haut du fichier au même endroit, etc. Et en fait, tu itères sur tous tes fichiers un par un. Ça se fait bien. En gros, là, il va vous dire que pour chaque fichier, en fait, il va vous proposer est-ce que vous voulez juste que je réécrive par-dessus? En général, la réponse est non. Ce que vous voulez faire, c'est D, qui est diff. Ça va vous montrer la différence entre les deux fichiers. Vous le fixez à la main dans un éditeur, vous sauvez, et ensuite vous lui dites non, et vous passez au fichier d'après. Comme ça, vous fixez les fichiers un par un, proprement, pour faire votre mise à jour. Ensuite, dernière chose, la dernière chose que fait le Rails Update, il va générer un fichier qui est New Rails Default. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle comme ça, mais c'est quelque chose comme ça, genre New Rails Default 5.2 ou New Rails Default 6.0, qui contiennent parce que Rails active des choses par défaut dans chaque version. Et en gros, ils sont tous désactivés par défaut. Et ce qu'il va falloir faire, c'est là, par défaut, démarre avec toutes les nouvelles features désactivées. Donc là, vous le démarrez en prod, vous vérifiez que tout se passe bien, vous faites vos tests dessus. Puis, vous activez un par un les nouvelles choses, une par une les nouvelles choses. Puis, une fois que les nouvelles choses sont activées, en fait, une fois que vous êtes au même niveau que Rails d'après, de la version d'après, donc de 5.2 vers 6 par exemple, donc vous avez tout activé, vous enlevez ce fichier et comme ça, c'est activé par défaut. Il y a un champ à fixer par défaut, il y a un champ quelque part. Mais c'est assez simple à faire. Il y a vraiment une explication de comment ça marche. Mais voilà, dans l'application.rb, il y a un config.loadDefaults qui vaut, par exemple, si vous êtes en 5.2, ça vaut 5.2. Si vous faites l'upgrade vers 6.0, ça vaut toujours 5.2. Et il y a un fichier config initializer new framework default 6.0. Vous activez tout AIS petit à petit. Une fois que tout est activé, vers la version par défaut, vous supprimez ce fichier et le config load defaults, vous le mettez à 6.0. Et voilà, et comme ça, vous itérez, vous cleanez petit à petit ces defaults. Voilà, ça, c'est pas mal le process d'upgrade. Est-ce que c'est clair? Il faut vraiment bien lire ce doc, il est super important. Voilà, sachant que pour chaque version, ils vont expliquer, bon, ok, qu'est-ce qui va changer? Il y a Force SSL, ça se comporte plus pareil. Les cookies, voilà comment ça se comporte maintenant, etc.
C'est vraiment pour toutes vos versions, tous vos changements, ça va expliquer quelles sont les choses qui pourraient casser, vérifier que ce n'est pas le cas pour toutes les nouvelles choses. Voilà. Donc c'est vraiment le doc est vraiment, c'est une mine d'or. Et ça remonte jusqu'à super tôt, hein. Ça remonte jusqu'à 3.0. Donc même si vous avez une AppleRails 3, c'est possible de faire l'upgrade un par un. Bon, même si ces upgrades-là sont très très durs, mais ça se fait. Je pense que le plus dur, c'est celle-ci. C'est de 3.1 vers 3.2. Ça, je pense que c'est l'enfer. Voilà. Est-ce que c'est clair? Cool. Schoner a demandé à ce qu'on parle explicitement de Zeitvrek, qui est la nouvelle version de faire du loading dans Rails 6. Alors, je crois qu'il en parle rapidement ici. Là, voilà, ça, le auto-loading. L'idée, c'est que c'est une nouvelle farce. Alors, avant Rails 6 et avant Zeitvrek, l'idée, c'est que il y avait un const missing qui existait en Rails, qui était codé directement dans Rails, qui disait si jamais tu arrives sur une constante qui n'est pas présente. Alors, c'est une méthode spéciale dans Rails, const missing. L'idée, c'est que si j'appelle un nom de constante que le Ruby ne connaît pas, il va appeler la méthode const missing dans ma classe, dans mon objet courant, avec le nom de la constante. Par exemple, je ne sais pas si je peux. Est-ce que je peux faire un exemple rapide? Mais pas pratique pour faire. C'est pas facile de faire un exemple rapide sur ce genre de sujet. Mais l'idée, c'est que, par exemple, vous avez un modèle qui s'appelle user. La première fois que vous l'appelez, Rails ne le connaît pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va remonter dans son arborescence. Il va pas trouver. Enfin, il va arriver dans les classes de Rails. Et là, quelque part, il y a un const missing qui lui dit regarde dans tous les fichiers de app/ quelque chose s'il y a un fichier qui s'appelle users.rb. Si oui, load ce fichier et tu devrais trouver la classe dedans, théoriquement. C'est en gros comme ça que ça marche. Donc c'est load ce fichier à la volée parce qu'on appelle une classe que tu ne connais pas. Et si tu ne trouves pas le fichier qui s'appelle comme il devrait s'appeler, envoie-lui une erreur. L'idée, c'est qu'il y avait plein de petits bugs un peu intéressants quand tu avais des classes dans des classes ou ce genre de choses. Il y a plein de choses qui pouvaient mal se passer. Et des fois, c'était un enfer à gérer proprement des requires de fichiers parce que tu te retrouvais en gérer certains à la main. Et Zeitvrek gère 99,9% de tous ces cas bizarres. Et en fait, tu n'as quasiment plus besoin de gérer ce genre de choses. Voilà. Donc, je vous invite à regarder cet article-là sur le upgrading. Là. Il y a une explication de qu'est-ce que ça a changé, en particulier sur comment est-ce qu'on définit les classes dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que c'est clair, Schoner? C'est ce que tu t'attendais comme information? Oui, bah, comme tu avais dit, ça répond et ça reprend aussi tout de la conférence là, je ne sais plus comment il s'appelle, Xavier quelque chose là, mais ouais. Ouais, ça est vrai. Conf vidéo. Où est-ce que tu es vidéo? Elle se trouve très bien, vraiment. Enfin, sur YouTube. Ouais, voilà. Direct, c'est RailsConf, voilà, exactement. C'est ça. Hop, je vais quand même la paster. Non, je ne veux pas démarrer une vidéo. Merci. Alors, voilà. Donc, mais c'est en gros, cette conf, elle va très loin dans les détails. Je crois que le gars, je ne sais plus s'il est italien ou allemand, mais il a un accent à couper au couteau aussi. C'est assez intéressant. Espagnol ou un truc comme ça, parce que la façon dont il prononce les W, mais je ne suis pas sûr. Bref, mais c'est intéressant à regarder. Enfin, la vidéo est vraiment sympa. Il explique vraiment quels étaient les problèmes et qu'est-ce que ça gem solve et pourquoi la team de Rails a fait genre oui. Et moi, il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé à développer une nouvelle gem. Instantanément, j'ai mis Zeitvrek dedans, comme ça, je ne m'occupe pas des requires. Voilà. C'était quoi? Ah non. Shotgun, Ruby API Ruby.
La clé a été mise. Parfait. Hop. C'est open, hein. C'est pas rien de caché. Et voilà, en fait, ça est vrai que pour l'utiliser pour une gemme, c'est ça, et lui dire ce sera une gemme. Voilà. Fin des. Et ça va s'occuper automatiquement d'aller regarder dans lib tous les fichiers qui existent et de se débrouiller pour les loader correctement avec de faire de l'auto-loading dessus. C'est super pratique. Ouais, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire de require partout, etc. Juste direct dans le path, c'était quand on infernal. passe avant dedans et que tu l'aies quelque part. C'était infernal avant. Voilà. C'est littéralement infernal. Voilà. Est-ce que je pense qu'on a pas mal traité tout ce dont on pouvait parler, ça fait pile 1 heure, donc je pense que c'est bien. Merci d'avoir suivi tout ça. Merci à toi, comme d'habitude. Ouais, merci à toi. Hop, je vais arrêter l'enregistrement. Merci Denis.